formes concrètes qui vont obliger le citoyen à aller regarder ce qu'on lui cache en réalité. Parce que bien entendu, quand on installe Auchan au Sénégal, on ne va pas dire à l'ouvrier belge c'est pour détruire le petit commerce. Et donc il faut qu'on visibilise ce qui n'est pas visibilisé. On arrive tout à la fin de notre conférence et ma dernière question c'est pour vous Madame Lumumba. Depuis le Congo du coup, avec l'histoire commune qui est entre la Belgique et le Congo, l'histoire d'occupation coloniale, l'histoire de ces rapports difficiles qui ont abouti notamment à l'assassinat de votre père, qu'est-ce que vous pensez que les progressistes en Belgique ici devraient faire pour participer, pour aider, pour être au service des luttes du peuple congolais aujourd'hui, au vu de ce passé-là et au vu d'un avenir commun qu'on aimerait qu'il soit débarrassé du capitalisme et de l'impérialisme? Je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Je crois que nous avons une histoire commune, comme je le dis toujours, une histoire commune entre Congolais et Belges, et qu'on devrait arriver un jour des deux côtés, parce que cette histoire elle est faite de tout, de bonheur, de malheur, des choses horribles et des choses bien, qu'on assume en tant que peuple congolais et en tant que peuple belge notre passé. Et là, on pourra discuter ensemble et faire et voir si notre avenir, on peut aller plus loin. C'est-à-dire être vrai par rapport à notre histoire. C'est vrai, mon père a été assassiné. Ok? Et il y a des places de Lumumba et des rues Lumumba, comme je dis, dans le monde entier. Il y en a, j'en ai compté 36 ou 46 dans des pays très différents. Mais le fait qu'il y ait eu une place Lumumba en Belgique, pour moi, c'était très important. Non seulement en tant que sa fille, mais je dis enfin, on reconnaît une partie de l'histoire commune de la Belgique. Parce que Lumumba fait partie de l'histoire de la Belgique. Et Lumumba fait partie de l'histoire du Congo. Donc c'est une histoire commune. Qu'on mette, qu'elle soit positive pour les uns, négative pour les autres, mais elle l'est. Elle ne va pas changer. Donc on devrait assumer cet héritage commun, parce que c'est à partir de cette histoire qui est commune qu'on assume avec ce qui est positif, ce qui est négatif, qu'on pourra grandir ensemble et avoir des rapports matures pour développer notre futur qui doit être commun. Merci beaucoup à nos deux intervenants, vraiment merci infiniment pour la qualité de vos interventions, pour votre présence déjà, d'avoir accepté notre invitation. Et donc si vous êtes d'accord, je propose qu'on puisse passer la parole à la salle. On est déjà un tout petit peu en retard, vu qu'on a commencé avec 20 minutes de retard, il me semble. Donc je demanderai simplement que les gens soient brefs, précis et préciser en fait à quelle personne vous vous adressez dans votre question. Donc avant peut-être de continuer avec les questions, il y a une petite communication que j'aimerais vous faire. C'est une communication de notre partenaire Viva Salud, qui est... Je passe la parole à Casper, qui va nous présenter en fait une campagne que Viva Salud est en train de lancer en ce moment. Merci Christian. Ik ga Nederlands praten. Kan iedereen mij verstaan via de vertaling? Oké, je vais parler en néerlandais. Ik ben Jasper van Viva Salud. Wij zijn co-organisator van dit debat. En bedankt om hier allemaal zo massaal aanwezig te zijn. En ik hoop dat jullie het even interessant vonden als ons. Viva Salud strijdt voor het recht op gezondheid in Congo, in Palestina, de Filipijnen en in Cuba. Het recht op gezondheid is een mensenrecht, maar dat betekent meer dan alleen toegang tot dokters en geneesmiddelen. Dat gaat ook over gelijkwaardigheid, gelijke rechten, een leefbaar inkomen en waardig bestaan. In Congo specifiek zijn wij actief rond de preventie van ebola, zijn we heel actief. Toegang tot drinkbaar water en ook vrouwenrechten en gendergelijkheid. We hebben ook een hele nieuwe campagne, dus als jullie geïnteresseerd zijn daarin, kunnen jullie langskomen bij ons aan de stand van Viva Salud. Dat is waar dat je de bekers ook kan terugbrengen voor je waarborg. Om ons werk structureel te steunen zijn wij ook steeds op zoek naar mensen die ons structureel willen steunen met een maandelijkse gift
Daardoor worden wij en onze partners ook minder afhankelijk van noodhulp, kunnen wij ons werk op langere termijn plannen en hebben we gewoon meer impact. Dus als jullie geïnteresseerd zijn om ons werk te steunen met een kleine maandelijkse gift, kan u mij aanspreken aan de uitgang van de tent na dit debat, of jullie kunnen ook altijd langskomen bij ons in de tent van Viva Salut. Zo, ik bedank de sprekers en Christian en dankjewel om hier zo aanwezig te zijn en geniet nog van Manifesta. Dankjewel. Merci beaucoup Casper. Donc je vais vous proposer qu'on passe aux questions-réponses. Donc comme je le disais, essayez d'être bref, direct et préciser à qui vous vous adressez. Donc on va prendre une seule peut-être des 3 premières questions. Je vois monsieur là, monsieur ici et monsieur là-bas. Donc on va commencer par monsieur ici. Vous pouvez peut-être rapprocher le micro. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bien. C'est beaucoup mieux. Donc le capitalisme, on le sait très bien, est extrêmement rusé. Nous avons une idée extrêmement sympathique de colonialisme, pour ne pas dire archaïque du colonialisme. Qu'est-ce que la gauche aurait comme méthode nouvelle, extrêmement efficace, justement pour, je veux dire, une nouvelle stratégie, des tactiques nouvelles contre le colonialisme, pour ne pas dire néocolonialisme, parce que je n'ai pas entendu un mot de néocolonialisme dans les intervenants. Donc voilà, la question est très simple. Quelles seraient les nouvelles méthodes contre le néocolonialisme? Ça, c'est la première question. Monsieur, je vous propose peut-être de ne pas avoir une deuxième question parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient poser d'autres questions, désolé. Donc la deuxième personne, c'était... Oui, monsieur. Merci. Du coup, moi, ma question, en fait, c'est un peu par rapport aux peut-être les personnes plus riches qui pourraient apparaître en Afrique, notamment parmi la classe politique en partie. Du coup, en gros, moi, c'est dans un cas en fait, de tension qui pourrait augmenter avec l'Europe avec des intérêts contradictoires. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur ces personnes-là en fait, qui, pour sécuriser, pour protéger leurs propres intérêts, qui sont partagés par les travailleurs européens, en fait, pourraient choisir le camp de l'Europe qui pourrait leur paraître plus intéressant au début parce que le rapport de force n'est pas forcément là. Du coup, est-ce que, par exemple, l'exemple de l'écho en France, de l'écho qui remplacerait le franc CFA, qui est un peu une espèce de mascarade qui est mis en place par des gens qui sont des anciens. Donc, je sais pas qui est le plus à même de répondre à ça, c'est pas vraiment terrible, je suis désolé. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. La dernière question, Florian. Oui, merci pour votre intervention très claire et importante. Mon question c'est pour Madame Lumumba. Je suis d'accord de dire que l'Afrique n'est pas née en Bruxelles ni en Berlin. Et je veux savoir si ça s'applique aussi pour l'intégration économique, parce que si on regarde l'intégration économique de l'Union européenne et tous les problèmes qu'il a créés, et si on regarde les régions africaines comme les ECOWAS, le SODAC, etc., avec aussi des problèmes d'inégalité, de déséquilibre économique, si on applique un modèle d'intégration économique comme le modèle de l'Union européenne, ça va être un désastre, je pense. Qu'est-ce que vous pensez? Qui veut commencer? Oui, vous m'aviez posé la question si le fait que je dise que l'Afrique n'est pas née à Berlin, c'est uniquement politique. Non, c'est politique, économique, culturelle aussi. Parce que c'est un tout. Hein, quand on a parlé d'indépendance, pourquoi on déplore ce qui se passe aujourd'hui en Afrique? C'est parce qu'on dit qu'on a eu des indépendances formelles, comme me l'a dit
notre ami Saïd, on a voulu nous donner une indépendance, entre guillemets, politique qui n'en était pas une, et garder tous les leviers économiques du côté des anciens colonisateurs. Et si aujourd'hui, il a été créé toutes ces institutions économiques dont nous parlons, c'est pour justement sortir de cette dépendance économique qui existe jusqu'aujourd'hui encore. Et pour moi, je dis souvent que le fait indépendance, il a existé. Hein, nous avons eu une indépendance. Mais est-ce que cette indépendance est réelle? Non. Parce que nous avons toujours non seulement une dépendance économique, une dépendance culturelle aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas eu d'indépendance réelle. Il n'y a pas eu rupture entre nos pays colonisés et le colonisateur. Parce que moi qui vous parle ici, comme beaucoup de gens entre nous, on est formé en Europe. On a les mœurs des Européens, des anciens colonisateurs, ça dépend des pays. On trouve tout à fait normal qu'on mette nos formations dans les pays des anciens colonisateurs. Que même quand on veut se développer, qu'on vienne demander les subsides et l'argent en Europe ou bien aux États-Unis. Ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire, on devrait, pour qu'il y ait réellement indépendance, à tous les niveaux, politique, économique, qu'il y ait rupture. Et cette rupture n'est pas encore tout à fait là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il y avait aussi une deuxième question sur la question de savoir est-ce qu'une élite noire, une élite africaine qui passe qu'africaine, du coup, serait autrement capitaliste ou est-ce que le capitalisme africain est meilleur que le capitalisme européen? Je sais pas ce que c'est que le capitalisme africain. Si c'est pour c'était à peu près ça la question de leur côté. Non, c'est-à-dire, bon, la différence maintenant, je ne parle pas du capitalisme africain, c'est le capitalisme tout court. Ceux qui ont l'argent, bon, ils ne l'ont pas pour venir le déposer chez les plus pauvres. Mais la différence aujourd'hui, c'est que nous avons de plus en plus de personnes qui décident d'eux-mêmes que s'ils ont de l'argent, c'est pour l'investir dans leur propre pays et non pas venir l'investir en Europe ou dans d'autres pays. C'est de cela que je parle. Maintenant, la question que si ce capitalisme est différent d'un autre capitalisme, c'est une autre question. Mais la première question, parce que d'habitude, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, dès qu'il y avait des industriels africains ou des Africains qui avaient de l'argent, ils ne l'investissaient jamais dans le pays. Les industries africaines n'étaient pas africaines. Elles étaient toutes européennes qui étaient dans nos pays. Quand on va voir la plupart des industries, ce sont les grands groupes européens et américains et non pas africains. Et je pense que nous en avons besoin, que des Africains pensent à investir dans leur propre pays. Et ça, ce qui est, en tout cas, pour moi, c'est primordial. Oui, pour poursuivre là-dessus, je pense que parfois on oublie qu'on a déjà des outils pour comprendre cette réalité. Je pense à deux concepts qui sont des concepts de la gauche révolutionnaire depuis des décennies, qui est le concept de bourgeoisie comprador et de bourgeoisie nationale. Autrement dit, en fonction des pays d'Afrique, ceux qui ont l'argent sont soit entièrement liés avec les puissances impérialistes, et du coup, la réponse à ta question, non, on ne peut pas s'appuyer sur eux. Mais il y a d'autres pays et d'autres personnes qui ont pu développer une fortune et qui ne sont pas découplées de toute vision nationale et patriotique. Et donc je pense qu'il faut faire des analyses concrètes de chaque situation. À certains endroits, oui, aucune solution ne viendra de ceux qui apportent des fonds, alors que dans d'autres endroits, on pourra avoir encore cette dynamique-là. Mais encore une fois, il n'y a pas une règle pour l'Afrique. Hein. L'Afrique n'est pas une réalité homogène. Les histoires sont différentes, les rapports de force sont différents, les classes sociales ne se sont pas construites forcément de la même façon. Et donc il faut surtout éviter de rechercher une image et une analyse qui serait commune partout. Il faut regarder ce qu'il y a de commun, mais regarder aussi ce qu'il y a de spécifique. Tu prenais l'exemple de l'éco. Voilà un bon exemple, pour faire le lien avec la question, la dernière question, voilà un bon exemple de la capacité d'adaptation de la dépendance néocoloniale. C'est quoi l'éco? C'est la réponse que l'Union européenne, en réalité, propose aux chefs d'État africains pour répondre à l'exigence
de sortie du franc CFA. On a eu un mouvement qui s'est étalé sur une décennie, dans les pays où il y a le franc CFA, de plus en plus de mouvements, de syndicats, disant ce franc CFA c'est une monnaie coloniale, il faut arrêter. Eh bien on nous propose d'arrêter le franc CFA et de créer l'ECO. Sauf que l'ECO, il est créé sur quelle base? Il est créé exactement sur la même base, sur le même mécanisme économique que le franc CFA, c'est-à-dire une valeur qui est référée à l'euro. Si vous maintenez cette dimension-là, ça ne sert à rien de changer de nom. On va faire un changement de façade, mais le processus restera exactement le même. Et donc la question qui nous est posée, c'est pour ça que je fais le lien avec la question précédente, c'est notre capacité à ne pas sous-estimer l'adversaire. Ceux qui dominent le monde aujourd'hui, les États qui dominent le monde et les classes sociales qui dominent le monde, ont des stratégies. Et dans ces stratégies, ils changent de visage lorsqu'un visage est trop démasqué. Lorsque la prise de conscience est démasquée, on change de visage. C'est pas moi qui le dis, c'est un grand auteur africain qui s'appelle Frantz Fanon, qu'il faut qu'on relise tous, qui nous disait par exemple sur la question du racisme. Il nous a dit mais qu'est-ce qui peut expliquer l'évolution du racisme? Il n'y a plus personne aujourd'hui qui nous dit les noirs sont biologiquement inférieurs aux blancs. Plus personne n'ose dire ça à part quelques